Bonjour et bienvenue à la partie 2 du cours 4 où on va parler de la fidélité et de la validité de la mesure. Qu'est-ce qu'on comprend par la la fidélité ou la fiabilité? Alors, au courant du cours ou pendant tout le cours, on parle, je vais utiliser fidélité ou fiabilité. Ce sont des synonymes. Puis je les utilise de manière interchangeable. Alors, la fidélité d'une mesure fait référence à la précision de l'instrument, peu importe ce qu'elle mesure. Alors, essentiellement, on se pose la question, est-ce que les données que j'ai recueillies avec l'instrument, est-ce que je peux me fier à ces données? Est-ce que je peux me fier à cette mesure? Est-ce que les données sont fiables? Essentiellement, c'est l'idée de la fiabilité ou la fidélité. L'autre question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on mesure toujours la même chose indépendamment de la nature de celle-ci? Alors, est-ce que lorsque j'utilise ma mesure, je mesure la même chose à chaque fois que j'utilise cette mesure? Une mesure est fidèle, une mesure fidèle ou une mesure fiable mesure toujours le même construit de la même façon ou mesure toujours le construit de la même façon. Par exemple, si j'étais pour mesurer la température, il y a plusieurs manières que je pourrais mesurer la température. Je pourrais sortir dehors et dire « Ah, il fait à peu près 10 degrés. J'ai besoin d'un petit manteau. » C'est moyennement correct comme mesure. Je pourrais lire un thermomètre d'à peu près 2 mètres. Alors, disons qu'il y a un thermomètre à l'extérieur de ma fenêtre. Je pourrais regarder mon thermomètre et puis à peu près estimer on dirait qu'il fait à peu près 12 degrés dehors. Oh, ben, un petit manteau, c'est correct. Oh, c'est correct. Maintenant, si j'avais un thermomètre numérique avec un récepteur à l'extérieur et puis un capteur à l'extérieur et puis mon écran à l'intérieur qui dit que dehors, il fait 12,5 degrés, vous voyez comment est-ce que avec quelle technique est la plus fiable, premièrement. Deuxièmement, si je veux réutiliser cette même technique à chaque fois que je veux mesurer la température, quelle qui serait la meilleure à utiliser? Alors, c'est un peu la même question qu'on se pose pour toutes les mesures qu'on va utiliser en psychologie. On va utiliser un exemple en psychologie. Parce que tout est un peu plus flou en psychologie ou quand on arrive aux pensées, aux feelings, aux émotions, tout est un peu plus flou que simplement la température extérieure. Alors, si je veux mesurer l'estime de soi, je pourrais observer les gens sur le métro puis estimer leur niveau d'estime de soi selon leur comportement ou leur manière non verbale, alors leur comportement non verbal. Je veux dire, normalement, les personnes avec une plus faible estime de soi vont être un peu plus recourbées, vont être un peu plus petites, ils vont se rapetisser, surtout dans les contextes sociaux, alors que quelqu'un qui se porte un peu plus confiant va peut-être avoir une meilleure posture, un peu plus ouverte, souvent. Alors, c'est une manière que je pourrais observer l'estime de soi des participants. Je pourrais aussi poser aux participants une question. Comment te sens-tu aujourd'hui? Et puis leur dire, c'est ça. Puis interpréter leur réponse selon, il semble être confiant, il semble être... alors, c'est la manière un peu moyenne de mesurer l'estime de soi. Mais peut-être qu'une meilleure, plus fiable serait de poser les mêmes 10 questions aux participants, des questions qui portent chacune sur des différentes manières que quelqu'un pourrait se sentir ou pourrait exprimer l'estime de soi. Et puis, un de ces items ou un de ces échelles-là, c'est justement l'échelle d'estime de soi de Rosenberg. Alors, à chaque fois que j'observe les participants, est-ce que j'observe ce que je pense observer? Et puis, est-ce que c'est la même manière que j'utilise à chaque fois? Vous voyez comment est-ce que ça change un peu? Et puis, la mesure, les différents types de mesures, les différentes manières de mesurer l'estime de soi, j'espère que vous pouvez apprécier le fait qu'une mesure à 10 items qu'on peut réutiliser de manière systématique est beaucoup plus fiable et plus fidèle. La fidélité ou la fiabilité, c'est essentiellement comment juger que la mesure, le test, l'instrument donne les mêmes résultats
d'une fois à l'autre. Alors, on peut mesurer la fidélité de plusieurs différentes manières. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter la fidélité temporelle, la fidélité par technique de forme équivalente. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas numéro 3, mais peut-être qu'on va le voir dans les acétates. Et finalement, il y a l'accord interjuge. La cohérence interne. Et puis, il y a la cohérence interne. Alors, les deux manières les plus communément utilisées pour évaluer la fidélité ou la fiabilité, c'est justement la fidélité temporelle et puis la cohérence interne. Bon, alors la fidélité temporelle réfère justement à cette idée, est-ce que j'évalue la même chose à chaque fois que j'utilise cette mesure? Alors, on évalue la corrélation entre le même construit, la même mesure, à au moins 2 temps de mesure. Alors, on évalue la corrélation. Alors, la corrélation devrait être fortement positive entre les 2 temps de mesure. Plus la corrélation est positive ou plus la corrélation est positivement élevée, alors plus elle rapproche de 1, plus la mesure, on pourrait dire, a une fidélité temporelle. Alors, si je mesure votre estime de soi aujourd'hui, demain, je devrais mesurer, et si je la mesure demain, je devrais avoir plus ou moins le même score, à moins qu'il y ait quelque chose de traumatique qui s'est passé au courant de la journée. Mais s'il n'y a rien, puis si votre vie est assez normale, puis tout est dans la routine, votre score d'estime de soi aujourd'hui devrait être sensiblement la même chose demain. Si ce ne l'est pas, bien là, il y a un problème avec mon test de mesure. Il y a un problème de temporalité, de fidélité temporelle avec ma mesure. Mais si j'ai plus ou moins le même score, je peux me fier à cette mesure puisqu'elle mesure la même chose dans le temps. La fidélité temporelle ne s'applique pas aux mesures dites situationnelles. Alors, c'est clair que si je mesure les émotions, l'affect maintenant temporel, ponctuel d'un participant, là, on peut oublier plus ou moins la fidélité temporelle. Si je d'induis avec une manipulation quelconque un affect négatif, bien là, je m'attends à ce que ma mesure d'affect négatif diminue de haut en bas avant et après. Alors, la fidélité temporelle s'applique seulement ou surtout aux mesures qu'on estime ne devrait pas changer dans le temps ou devrait rester relativement stable. Les scores de la mesure de la mesure au temps 1 devraient être sensiblement la même au temps 2, comme j'ai déjà mentionné. Et puis, plus les 2 temps de mesure sont fortement corrélés, plus c'est bon pour la fidélité temporelle. Donc, encore là, pour revenir à notre exemple de température, la fidélité temporelle devrait être la plus élevée avec un thermomètre numérique. Pourquoi? Mais parce qu'à chaque fois qu'il fait 12,5 degrés Celsius dehors, mon thermomètre numérique devrait me donner cette mesure-là. Puis ça, c'est si je le juge avec la température que Météo Média me donne, par exemple. C'est ça. Deuxième forme d'évaluation de la fidélité, c'est par technique de forme équivalente. Alors, c'est une technique où on demande à des participants de répondre à 2 versions équivalentes du test. Alors, si je demande encore là une mesure d'estime de soi, je créerais 2 versions équivalentes, alors des énoncés semblables mais différents. Et puis, la relation entre ces 2 versions devrait être sensiblement pareille. Plus la corrélation est forte entre les deux versions, plus je peux voir que la fidélité ou que je mesure ce que je pense mesurer. On utilise rarement cette technique pour mesurer ou pour évaluer la fidélité puisqu'elle nécessite 2 versions. Souvent, dans la première version, on a déjà épuiser les bons énoncés ou les bonnes tournures de phase. Et puis, tu sais, déjà dans la première version, on a ciblé le meilleur du concept ou les meilleures mesures du concept. Mais il se peut que des fois, on peut créer une différente version. Et puis, l'autre affaire, c'est que de créer une forme équivalente, ben, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et puis il faut le tester. Donc, c'est rare qu'on utilise ce genre d'évaluation pour
évaluer la fidélité. Ce qu'on va souvent évaluer, puis en fait, ce qu'on va faire avec votre propre projet de recherche, c'est qu'on va évaluer la consistance ou la cohérence interne. Encore là, c'est des synonymes. J'utilise cohérence ou consistance, c'est la même chose. Alors, on parle de cohérence ou de consistance interne d'une mesure. Alors, essentiellement, on se pose la question, est-ce que tous les énoncés dans ma mesure sont en lien avec le construit mesuré? Alors, mes 10 énoncés d'estime de soi, est-ce que mes 10 énoncés sont reliés à le concept d'estime de soi? Alors, la cohérence interne va nous donner un degré d'homogénéité des énoncés du test. Alors, plus les énoncés sont homogènes, plus les énoncés sont tous liés au concept mesuré, plus mon instance de cohérence interne va être élevée. Plus mon instance de cohérence interne est élevée, veut dire que je suis plus certain que je mesure ce que je pense mesurer. Alors, l'indice qu'on va utiliser, c'est le alpha de Cronbach. C'est relativement simple à mesurer avec les outils statistiques qu'on utilise. C'est un clic-clic. Ça nous donne une mesure d'alpha de Cronbach. Et puis, un alpha de Cronbach qui est au-delà de 7,7. Alors, plus on arrive vers le 1 encore, plus on arrive vers le 1, ça nous indique que la mesure est cohérente, la mesure est consistante. L'alpha de Cronbach nous permet aussi d'identifier les énoncés qui ne font pas partie qu'on devrait éliminer. Alors, avec cette stratégie ici, on peut voir un peu, regarde, si tu utilises les 6 énoncés ici, ton alpha de Cronbach va être assez élevé, mais si tu enlèves 2 ou 3 qui semblent être un peu des orphelins, si tu les enlèves, là, ta mesure va être encore meilleure, va être encore plus fidèle. Alors, pour revenir encore à cet exemple d'estime de soi, dans les énoncés, les 10 énoncés que j'utilise, je peux évaluer avec la cohérence interne si chacun des énoncés sont en lien avec le concept d'estime de soi et non avec des concepts connexes, comme par exemple l'anxiété ou la motivation ou d'autres choses comme ça. Une autre manière qu'on va utiliser, surtout pour des évaluations plutôt subjectives, on va évaluer la fidélité d'une observation, d'une grille de codification, par exemple, avec des accords interjuges. Alors, essentiellement, l'accord interjuge, c'est la différence entre 2 évaluations ou 3 évaluations par des juges. Alors, plus l'accord interjuge est élevé, plus les juges sont d'accord, plus les juges évaluent l'observation de la même manière. Donc, on ne va pas rentrer dans la spécification de comment on mesure le cas de Cohen, mais essentiellement, le cas de Cohen mesure à quel point les juges ont un consensus sur la manière dont ils évaluent les observations. C'est très important, le cas de Cohen, lorsqu'on rentre dans des évaluations plutôt qualitatives ou subjectives. On veut s'assurer que les évaluations plutôt subjectives sont les plus semblables entre les juges, parce que s'il y a une grande différenciation entre les juges, là, on ne sait pas ce qu'on mesure, parce que là, on ne sait pas... C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on mesure, parce que chaque juge voit quelque chose de différent, et donc là, c'est dur d'arriver à un consensus sur exactement ce qu'on souhaite mesurer. Donc, la fiabilité, c'est essentiellement, est-ce que je peux me fier aux données? Est-ce que la mesure que j'utilise est-elle fiable? Juste comme votre auto, avez-vous un citron ou est-ce que vous avez une auto qui est fiable? Quand vous allez tourner l'engrenage ou partir le moteur de votre auto, êtes-vous certain, pouvez-vous vous fier que votre auto va commencer? C'est exactement la même chose qu'on se dit avec une mesure. Lorsque je veux utiliser ma mesure, je veux qu'elle fonctionne de la manière que je veux qu'elle fonctionne. Et puis à chaque fois que je l'utilise, je veux qu'elle fonctionne. La validité est beaucoup plus nébuleuse dans le sens que c'est une évaluation beaucoup plus subjective. La validité, c'est essentiellement est-ce qu'on mesure ou est-ce qu'on étudie ce qu'on pense étudier, ce qu'on croit étudier. Alors, ce qui est un peu nébuleux en psychologie, c'est qu'on va utiliser des adjectifs, des termes pour décrire des mesures. Alors, je peux dire j'ai développé une mesure d'estime de soi, mais c'est moi qui a nommé cette mesure-là. C'est moi qui a nommé ce que je pense mesure, mais peut-être que vous, en lisant les énoncés, vous voyez, mais
vous allez peut-être dire, bon, mais tu évalues pas l'estime de soi, tu évalues la sensibilité au rejet social, par exemple, ou tu évalues la confiance interne, ou, je sais pas, les pensées de confiance, ou peut-être que vous direz, bien, les énoncés que tu utilises, c'est vraiment de le narcissisme. Alors, cette différenciation d'interprétation entre moi qui pense que j'évalue l'estime de soi et vous qui pensez que moi, j'évalue le narcissisme, ben, c'est justement cette question de validité. Alors là, ce qu'on se pose quand on évalue la validité, c'est est-ce qu'on pense, est-ce qu'on mesure ce qu'on pense mesurer puis ce qu'on veut mesurer. Donc, un test est valide lorsque si on évalue le construit qui est désiré, puis pas un construit connexe. Alors, il faut faire attention comment on libelle nos mesures, comment on libelle nos idées, parce que le libellé va vraiment influencer, peut vraiment influencer ce qu'on pense mesurer. Des fois, on libelle quelque chose, mais avec un peu plus de réflexion profonde, on modifie le libellé. Puis c'est tout à fait correct parce que là, on arrive à mieux libeller ce qu'on pense mesurer, ce qui est une évaluation d'une meilleure validité de la mesure. Il y a 3 types de validité: validité de contenu, la validité de critères et la validité de construit. À ce point, je vais ouvrir une petite parenthèse et puis vous mentionner qu'aujourd'hui, on parle de la validité de la mesure. Plus tard, on va parler de la validité de l'étude. Alors, c'est la raison pourquoi je mentionne ça maintenant, c'est parce que ça mène à confusion pour plusieurs des étudiantes et des étudiants. Alors, aujourd'hui, est-ce que la mesure que j'utilise mesure ce que je veux et puis ce que je crois mesurer? Alors, ça, on parle de la validité de l'instrument de mesure de notre échelle. Plus tard, lorsqu'on va parler des devis scientifiques et des devis de recherche, on va parler de la validité de l'étude. Alors, je veux déjà que vous créez 2 compartiments, 2 paniers. Un pour la validité de la mesure, puis l'autre pour la validité de l'étude. De la mesure, est-ce que l'instrument que j'utilise, est-ce que mon auto est valide? Est-ce que mon auto roule? La validité de l'étude, c'est quelque chose qu'on va discuter plus tard. C'est est-ce que je peux me fier? Est-ce que je peux croire les résultats selon la démarche que j'ai utilisée? Alors, on va voir ça plus tard. Donc, pour retourner aux différents types de validité de la mesure, on va voir aujourd'hui validité du contenu, validité de critères, puis encore là, il y a 2 sous-types de validité de critères, la validité concomitante et puis la validité prédictive. Et puis, on va aussi évaluer la validité, on va parler de la validité de construit. Puis, à l'intérieur de la type de validité de construit, on va davantage privilégier la validité divergente. Encore là, tous ces thèmes sont dans votre manuel. Je vous invite à lire les détails de chacun des thèmes, mais je vais parler de celles qui sont les plus communément utilisées, puis celles qui sont peut-être les plus importantes en psychologie. Bon, la validité de contenu. Alors, rappelez-vous que la validité est une évaluation assez subjective de est-ce qu'on étudie, est-ce qu'on mesure, ce qu'on croit mesurer. Donc, la validité de contenu, essentiellement, porte sur est-ce que les items contiennent est-ce que les items que contient le test sont appropriés? Alors, la validité qui porte sur le fait que les items, les énoncés que contient un test sont pertinents au construit visé. Alors, encore là, lorsque je lis les énoncés que j'ai utilisés dans mon test d'estime de soi, vous pouvez voir qu'il y a un lien logique, il y a une évaluation subjective que, oui, je peux voir en quoi cet énoncé évalue l'estime de soi. Alors, on se pose 2 grandes questions. Est-ce que les items ou les énoncés couvrent l'ensemble du construit? Alors, c'est-à-dire que est-ce que je pose des questions qui viennent évaluer les différentes facettes du construit? Alors, je ne pose pas juste la même question de différentes manières. Alors, je pose l'affect, l'émotion, la temporalité. Je pose j'essaie d'évaluer différentes facettes du construit. Et deuxièmement, est-ce que les items contiennent des variables non pertinentes? Alors, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des énoncés qui sont un peu orphelins que je devrais peut-être enlever? Alors, la validité de contenu évalue essentiellement, est-ce que le contenu de ma mesure
vise le construit que je veux mesurer. C'est une évaluation très subjective parce qu'on lit les énoncés, soit qu'on le fait avec des groupes de discussion, soit qu'on le fait avec des experts, soit on le fait avec des collègues. Alors, c'est une discussion qu'on fait pour évaluer la validité de contenu. Encore là, pour revenir à cet exemple d'estime de soi, est-ce que les observations que j'ai faites dans le métro, est-ce que c'est une mesure valide de l'estime de soi? Est-ce qu'on peut se dire que le thème complexe de l'estime de soi peut être simplifié dans le comportement non verbal? Alors, si moi je propose que les observations, c'est une mesure valide de l'estime de soi, je serais en train de déclarer que je peux connaître ton estime de soi simplement en observant ton comportement non verbal. Il y a plusieurs personnes, incluant moi, qui diraient l'estime de soi est pas mal plus complexe que ça. C'est pas juste parce que je suis un peu plus accroupi ou je suis un peu plus en boule que ça l'indique mon estime de soi. Il y a d'autres facettes à l'estime de soi que juste sa posture. Est-ce qu'il manque des composantes? Oui. Est-ce qu'il y a des variables non pertinentes? Mais si, par exemple, je compte ou je marque sur ma feuille d'observation la couleur de vos souliers, en quoi est-ce que la couleur de vos souliers est liée à l'estime de soi? Je dirais que c'est une variable qui serait non pertinente dans ce cas-ci. Deuxième type de validité, c'est la validité de critères. Alors, ça porte sur l'efficacité d'un test à prédire le comportement dans différentes situations. Alors, il y a deux types de validité de critères. Il y a la validité concomitante et la validité prédictive. Alors, la validité concomitante, c'est la capacité de prédire, la capacité de prédiction d'un test lorsque le test et le critère sont mesurés en même temps. Alors, lorsqu'on dit test, c'est la mesure. Le critère, ce serait un peu comme ma variable de référence. Alors, à quoi je lis mon test, à quel critère? Qu'est-ce qui me permet, moi, à évaluer cette validité? Alors, par exemple, si je m'intéresse à la motivation, théoriquement parlant, plus la motivation est élevée, plus il y a de persistance. Alors, si je mesure la motivation et la persistance en même temps, concomitante, et que je vois que mon test de motivation et la persistance sont fortement corrélés, mais là, je viens de démontrer une validité concomitante, dans le sens que les deux phénomènes théoriques existent en même temps, puis plus un augmente, l'autre augmente en même temps. La validité prédictive est la capacité de prédiction d'un test lorsque le critère est mesuré ultérieurement. Donc, c'est essentiellement la même chose que concomitante, sauf qu'on sépare en le temps, dans le temps, le test et la mesure. Alors, si par exemple, encore là, pour revenir à l'exemple de motivation, si je mesure votre motivation en début de session et puis je mesure vos notes à la fin de la session, encore là, logiquement, plus vous êtes motivé par les études universitaires, plus vos notes pour la session devraient être élevées. Alors ici, je ne peux pas motiver la persistance, je peux juste mesurer la motivation au début et puis les notes à la fin. Alors, la motivation va prédire les notes à la fin. Troisième type de validité, c'est la validité de construit. C'est la justesse avec laquelle un test psychologique mène à des résultats prédits par le cadre théorique sur lequel repose un test en question. Alors ici, on va retourner un peu, on va vraiment évaluer le construit théorique ou la théorie derrière l'idée de construit ou l'idée de la mesure. Est-ce que le test mesure adéquatement le construit qui est lié à la théorie? Alors ici, on doit bien comprendre la théorie, bien comprendre l'histoire de la théorie, voire comprendre. Il y a trois différents types de validité de construit. Il y a la validité factorielle, il y a la validité convergente et la validité divergente. Alors, la validité factorielle, en fait, est une manière qu'on peut évaluer de manière très numérique, très quantitative. Alors, si ma théorie de motivation a deux types de motivation, une motivation émotionnelle et une motivation physique, mon échelle devrait aussi avoir deux facteurs, deux composantes. Je devrais avoir une composante qui mesure la motivation émotionnelle et puis une motivation, disons, physique.
Alors, si une théorie a 2 composantes ou 3 composantes, bien, la mesure doit aussi avoir 3 composantes. On peut évaluer avec des outils statistiques, mesurer s'il y a un match avec les énoncés puis les différents construits, les différentes composantes. La validité convergente, c'est un test. Est-ce que le test est corrélé à d'autres tests qui mesurent le même construit? Alors, si je prends, c'est un peu comme soit des formes équivalentes, comme on a vu dans la fidélité. Alors, si je prends des formes équivalentes ou des formes ou des tests semblables à ma mesure, les deux devraient être corrélés. L'estime de soi est sensiblement... il y a des différents types de mesures d'estime de soi ou des différentes versions d'estime de soi. Alors, si je prends 2 ou 3 versions ou 2 types de mesures d'estime de soi, les 3 devraient être fortement corrélés. Alors, par exemple, une des échelles qu'on utilise, c'est l'échelle de Rosenberg. Une autre échelle qui est communément utilisée, c'est Feelings of Inadequacy. Alors, vous voyez, ça, c'est un exemple où ce que Feelings of Inadequacy est un libellé qui ne mentionne pas l'estime de soi, mais en réalité, c'est une mesure d'estime de soi. En fait, c'est la mesure un peu négative, parce que Feelings of Inadequacy, c'est l'absence d'adéquation à ce qu'on fait. Alors, ici, on évalue à quel point on pense qu'on est poche, qui est un peu l'opposé de l'estime de soi. Alors, si ces 2 échelles sont fortement corrélées, on pourrait dire que il y a une bonne validité convergente entre ma mesure d'estime de soi et d'autres mesures d'estime de soi. Finalement, il y a la validité divergente. Alors, la validité divergente, en fait, c'est un peu l'opposé de la validité convergente. L'estime de soi ne devrait pas nécessairement être liée à la dépression ou à l'anxiété. C'est 2 concepts différents. Ils peuvent être liés au niveau juste corrélation. Plus on a une haute estime, plus on est anxieux. Mais il devrait avoir on devrait être capable, la mesure devrait être capable de différencier entre le concept d'estime de soi et le concept d'anxiété. Donc, malgré le fait qu'il y a des phénomènes qui peuvent être corrélés, lorsqu'on évalue un aspect, cet aspect devrait diverger d'un autre construit. Donc, la fidélité et la validité sont des phénomènes qui sont intimement liés. Ils vont de soi. Rappelez-vous que la fidélité, alors, est-ce que je peux me fier à mes données? Est-ce que je peux me fier à ma mesure? Cette fiabilité va limiter la validité. Alors, c'est clair que si j'utilise une mesure qui est poche, bien, nécessairement, elle ne va pas être valide. Alors, la mesure doit être fiable. La mesure doit être fidèle avant qu'elle soit valide. Alors, on doit utiliser quelque chose qui mérite d'être utilisé avant même d'évaluer, bien là, est-ce qu'on utilise puis est-ce qu'on mesure ce qu'on pense utiliser. Plus l'erreur de mesure est grande, alors plus la mesure des autres choses ou plus c'est nébuleux, puis moins la fidélité est bonne. Plus la fidélité est réduite, alors moins on peut se fier aux résultats. Moins les relations entre le test et d'autres construits seront grandes. Alors, plus il y a de l'erreur de mesure, moins on peut se fier aux résultats. Alors, dans vos expériences puis dans vos études, ce qu'on cherche, c'est des mesures qui sont fiables et des mesures qui sont fidèles. Parce qu'une fois qu'on utilise des bons outils, bien là, on peut se fier aux conclusions et aux résultats que nous donnent nos outils. Donc, ça termine cette section sur la fidélité et la validité. On se revoit au prochain cours.